Très bien, on va commencer à regarder ce diaporama pour expliquer un petit peu les notions qui concernent l'économie de la construction et notamment la position de l'économiste qui est donc un acteur central et incontournable de l'action de la construction. Si on représente ici une petite fresque chronologique sur les différentes étapes qui constituent un projet de construction, on commence par la définition des besoins de la part d'un client qu'on appelle un maître d'ouvrage, puis ensuite les phases de conception qui sont donc dédiées à la maîtrise d'œuvre, les consultations d'entreprises qui vont être à réaliser les travaux, et puis tout le déroulement de l'opération, le suivi, l'encadrement des travaux et la réception d'ouvrages. À chacune de ces étapes, en fait, on peut s'apercevoir que l'économiste, il peut être accueilli ou avoir un rôle dans différentes structures. Une première structure dans la définition des besoins pour aider le client à mieux comprendre et mieux définir l'objet de sa construction, c'est donc être accueilli avec le maître d'ouvrage dans une mission qui s'appelle maîtrise d'ouvrage. Et les missions d'AMO, ensuite les missions de maîtrise d'œuvre. Donc là, c'est un groupement de compétences autour de l'architecte pour l'aider donc à concevoir son ouvrage et vérifier qu'il construit toujours quelque chose qui est dans la limite budgétaire qui est fixée par la maîtrise d'ouvrage, donc le client. Il s'agit de construire quelque chose qu'on peut réaliser. Donc l'économiste est là pour accompagner cette opération. Dans la consultation d'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'économiste qui va aider dans le cabinet de maîtrise d'œuvre à choisir les entreprises qui vont pouvoir réaliser les travaux, donc sur des bases de compétences et bien sûr de budget. Si on est en train de choisir les entreprises, c'est donc les entreprises elles-mêmes ont répondu à des appels d'offres, donc il y a bien sûr des économistes dans les entreprises qui sont à quantifier et estimer le prix des ouvrages pour répondre aux appels d'offres. Lorsque les travaux débutent, eh bien, pendant toute la partie d'exécution, certaines missions relèvent encore de la maîtrise d'œuvre pour faire le suivi et l'encadrement des travaux, notamment pour vérifier que le planning est suivi, que les travaux sont effectués de manière convenable, et puis bien sûr pour payer les entreprises. Donc les entreprises, elles aussi, pendant l'exécution des travaux, ont besoin des compétences de l'économiste, ne serait-ce que pour valider que les travaux sont exécutés et que le budget qui avait été estimé est respecté, puisque les entreprises sont là quand même pour gagner de l'argent normalement. Et puis encore une fois, à la livraison de l'opération de construction, eh bien, l'économiste dans le cabinet de maîtrise d'œuvre est là pour valider que les travaux ont bien été réalisés lors des missions de réception des ouvrages. Donc vous voyez que cet acteur, l'économiste de la construction, est bien quelqu'un qu'on va retrouver tout au long de l'opération de construction, depuis la définition des besoins pour le client jusqu'à la livraison et même parfois davantage que la réception d'ouvrages, puisque tous ces ouvrages relèvent de certaines garanties qui, pour certaines d'entre elles, durent 10 ans. Alors, en assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc pour aider un client à définir ce dont il a besoin et l'aider à choisir des architectes, choisir une maîtrise d'œuvre, lorsque les compétences ne sont pas internes au client. Donc l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, on va retrouver des études d'opportunité, des études de faisabilité, c'est-à-dire est-ce que l'opération vaut la peine d'être construite. Là, c'est une balance budgétaire avec les besoins. Les études de programmation, le choix de la maîtrise d'œuvre, donc il faut comprendre maîtrise d'œuvre ici généralement comme le choix d'un architecte, notamment à travers les concours qui peuvent être faits, et puis les suivis d'opération et d'exploitation. Qui sont les grands organismes qui font appel à la maîtrise d'ouvrage? Eh bien, ce sont les bailleurs sociaux ou privés, les promoteurs immobiliers par exemple. L'économiste, si on le retrouve dans un cabinet de maîtrise d'œuvre, donc soit il est dans un cabinet associé directement avec un architecte, soit c'est un indépendant qui va travailler en sous-traitance associé donc avec l'architecte, ou bien donc dans une mission qui est conjointe. L'économiste est un des membres d'équipe de la maîtrise d'œuvre, de conception et d'exécution, c'est-à-dire pendant la durée totale de l'opération, selon des missions qui sont parfaitement bien identifiées. Cet économiste, il peut être donc un indépendant, c'est-à-dire
être dans son cabinet d'économiste ou bien directement associé à un bureau d'architecte. Les missions sont bien sûr des missions de quantitatif et d'estimatif de travaux, des études techniques puisqu'il va y avoir à réaliser notamment le dossier de consultation d'entreprise et le descriptif de ces ouvrages et la manière dont ils vont être payés. L'économiste a souvent pour mission de choisir les entreprises sur des critères qui ont été préalablement définis, et puis parfois des missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, soit indépendants, soit au sein de la maîtrise d'œuvre. Il y a plein de solutions pour faire ça. Qui embauche, où se trouve cet économiste, donc soit en tant que libéral, soit au sein des collectivités territoriales ou administratives. Il y a plein de situations de retrouver cet économiste. L'économiste, on va le retrouver, je dirais, de l'autre côté de la situation, c'est-à-dire l'entreprise qui a pour ambition de faire les travaux, eh bien, il faut qu'elle soit en mesure de les chiffrer notamment et de les définir. Donc, on va retrouver des économistes dans les entreprises qui sont munies d'un propre bureau d'études de prix. Donc, ça sous-entend que l'entreprise est déjà de grande dimension. Il y a donc une personne dédiée au sein de l'entreprise à faire les études quantitatives et estimatives, remise des offres pour les appels d'offres, et puis bien sûr en assurer le suivi d'exécution en relation avec les conducteurs de travaux des affaires et des chantiers. C'est généralement lui qui, associé au conducteur de travaux, s'occupe de la gestion financière des travaux. Être économiste d'entreprise, c'est une philosophie pour s'approprier en fin de compte les outils de quantitatif. Ça veut dire que cette mission d'entreprise, soit elle est dans une entreprise, soit elle est en tant qu'économiste libéral pour le compte d'entreprise. Donc c'est assez fréquent d'avoir des bureaux d'études d'économistes qui travaillent pour le compte d'entreprise en sous-traitance. Et enfin, cet économiste, on le retrouve dans des missions très particulières, beaucoup plus marginales, mais qui existent quand même, notamment pour le compte de fabricants constructeurs, pour pouvoir aller dans les cabinets d'architecture et essayer d'expliquer comment on peut faire de la prescription, des cabinets d'expertise, de diagnostic, et puis parfois des coordinateurs en sécurité. Voilà, donc des missions assez vastes tout au long de l'opération de construction, depuis donc la partie faisabilité jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Comment s'organisent les formations? Les formations, on accueille généralement environ 50% des élèves qui arrivent en première année sont issus du bac STI 2D. D'accord. Environ 40% des élèves arrivent depuis un environnement de bac pro TB2E, donc des gens qui sont déjà formés à l'économie de la construction. De manière plus marginale, des élèves qui seraient issus d'autres bacs pro de la spécialité du bâtiment des travaux publics. On pense au bac pro TB2A qui parfois sont accueillis, finition, ou bien parfois certains bacs pro un peu spécifiques. Ça va surtout dépendre du profil individuel de l'élève qui est demandeur. Et puis bien sûr, un petit peu de place pour des bacs généraux, mais qui ont suivi une filière à caractère scientifique, puisqu'il faut quand même maîtriser des outils assez logiques. Que font les élèves de BTS à l'issue de leur diplôme? Donc ceux qui sont admis à l'examen, les choses évoluent de manière assez significative. De moins en moins d'élèves souhaitent tout de suite après leur diplôme aller travailler. Ils préfèrent avoir un bagage un peu plus important de leur formation, découvrir des univers qui vont enrichir leur formation. Donc on a quand même aujourd'hui moins de 50% des élèves qui ont déjà leur diplôme qui vont dans les entreprises pour avoir une mission d'économiste. Alors ils ne commencent pas bien sûr en libéral, hein, ils commencent d'abord dans un cabinet pour apprendre le métier. Il est généralement pas trop envisageable de se mettre en position libérale avant 5 ou 10 ans d'expérience. La plupart des élèves donc vont faire une licence professionnelle de type, alors selon les filières BIM ou maîtrise d'œuvre ou en immobilier également. On verra qu'il y a aussi une solution pour pouvoir raccrocher des études en ingénierie, ça va s'afficher tout à l'heure. Ou alors des élèves souhaitent directement poursuivre alors après leur licence vers un master, donc ça fait donc un bac plus 4. Hein.
dans l'économie de la construction. Et puis, il existe des écoles d'ingénierie assez dédiées à l'économie de la construction, le CESI, le CESFA, l'Ecotech, qui ont des caractéristiques précises en économie de la construction. Mais évidemment, pour les élèves qui souhaitent reprendre vers peut-être plus de la production ou l'opérationnel, ou bien plus du calculatoire, eh bien, ils doivent passer d'abord par une ATS qui va apparaître ici, donc des classes préparatoires ATS, adaptation technicien supérieur, pour aller retrouver des écoles d'ingénierie plus générales, donc, et pas forcément dédiées à l'économie de la construction. Pour se donner une idée de l'évolution des salaires et du positionnement des candidats au BTS, ce sont des moyennes statistiques françaises qui sont en évolution plutôt positive. Un élève de BTS-EC, selon la dimension d'entreprise qui peut l'accueillir, son salaire annuel, c'est bien sûr un salaire brut, c'est entre 26 et 28 000 euros. Une licence pro, vous voyez que ça permet de pouvoir prétendre à 3 000 à 4 000 euros de plus par an, donc environ 30 000 euros. C'est quelque chose qui est assez important, notamment parce que la licence positionne le niveau de formation à un niveau européen LM2. Pour les écoles d'ingénieurs, là c'est très variable, mais on pourrait dire qu'une moyenne est autour de 37-38 kg à l'année. Et puis bien sûr, avec l'évolution des compétences et des connaissances, au bout de 10 ans, ce sont des salaires d'ingénieurs qui sont autour de 42-45. Ce sont des grandes moyennes, évidemment, on peut distinguer les gens qui travaillent en libéral des gens qui travaillent en bureau d'économiste. La formation, aujourd'hui on est sur un instant un petit peu particulier, c'est qu'on va quitter un BTS EEC tel qu'on le connaît depuis 20 ans vers un nouveau BTS qui s'appelle MEC, Management économique de la construction, pour lequel les attendus de diplôme sont relativement cernés, mais l'organisation hebdomadaire des cours n'est pour l'instant pas encore définie. Donc vous avez une diapositive qui mixe un peu la situation antérieure du BTS-EEC telle qu'on la vit actuellement et la future orientation du BTS pour les années à venir. Là, vous voyez apparaître ici donc un emploi du temps hebdomadaire. Vous voyez que on est comme tous les BTS de type industriel sur environ 32-34 heures de cours semaine. Donc ici nous sommes sur 5 jours de travail hebdomadaire. Il n'y a pas classe dans cet établissement le samedi jusqu'à maintenant. Ça veut dire que potentiellement vous êtes occupé à peu près tous les jours de 8h30 à 17h30. La pédagogie de BTS fait que l'essentiel du travail est fait en classe, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de travail à la maison, bien au contraire. La répartition des enseignements, vous voyez qu'en gros nous sommes sur à peu près 2 tiers d'enseignement à caractère professionnel et 1 tiers d'enseignement général. La première année, vous allez retrouver un stage de 8 semaines. Obligatoire, ce sont les élèves qui ont pour mission de trouver leur terrain d'accueil. On les conseille, mais on ne prépare pas pour eux le terrain d'accueil. Et en deuxième année se situent les épreuves écrites et le projet de fin d'année. Avec la nouvelle réforme du BTS, il y a également en première année un projet BIM qui sera évalué. Ça veut dire que l'épreuve de projet donc, est divisée en 2 parties distinctes, une partie en première année, une partie en deuxième année.